L'huile raffinée alimente la machine de guerre russe de plusieurs façons. Les troupes russes ont directement besoin d'essence et de diesel pour soutenir leurs assauts mécanisés de plus en plus limités contre les défenses ukrainiennes. Indirectement, la Russie utilise l'huile raffinée pour renforcer son trésor de guerre grâce aux exportations et pour apaiser sa population. En ayant de l'essence, ils poursuivent leurs activités quotidiennes. Mais tout cela s'effondre pour la Russie. La bouée de sauvetage de l'huile raffinée s'effondre et la Russie reste impuissante. Septembre a été un cauchemar pour Vladimir Poutine, alors que l'Ukraine et l'Europe se sont unis pour priver la Russie de son cœur pétrolier, plongeant le pays dans la panique. Dans ce processus, un chiffre fera plus mal à Poutine que tout autre, 1 million. C'est le nombre de tonnes d'essence qu'une combinaison des frappes de drones ukrainiennes et des mesures de plus en plus strictes de l'Europe a coûté à la Russie rien qu'en septembre. Les frappes et sanctions convergent, a déclaré Euromaidan Press le 7 octobre, grâce à des mesures politiques habiles de l'Union européenne. Et les frappes de drones incessantes de l'Ukraine ont forcé la Russie à se retrouver dans une situation sans issue. La Russie accepte-t-elle des pénuries internes ? Si c'est le cas, cela signifie que l'impact de la guerre en Ukraine se fera sentir jusqu'à Moscou, ce qui veut dire que Poutine commencera à subir la pression de son peuple. La Russie pourrait tenter des méthodes d'évasion des sanctions plus risquées, mais cela poserait problème. L'Union européenne se concentre sur la flotte fantôme, tandis que Poutine se retrouve dans une impasse et la machine est lancée. Prenez par exemple les pénuries de carburant. Perdre 1 million de tonnes de carburant en un seul mois doit faire mal quelque part. Et d'importantes pénuries de carburant dans plusieurs des régions les plus importantes de la Russie semblent en être la conséquence. La Crimée, occupée par la Russie en 2014 et symbole des ambitions de Poutine en Ukraine, est l'une des régions les plus touchées. Les premiers signes d'une crise émergente du carburant en Crimée sont apparus le 25 septembre lorsque le Kiev Independent a rapporté que jusqu'à la moitié des stations-service de Crimée avaient déjà cessé de vendre du carburant en raison des pénuries. Ce ne sont pas des propos de propagande d'un média pro-ukrainien. Le Kiev Independent affirme que l'information concernant les fermetures provient de Kommersant, un média qui est aussi pro-russe que possible. Ce média a surveillé 17 000 stations-service en Russie et constaté des pénuries nationales. La Crimée et le district fédéral du Sud, où la Russie inclut la Crimée occupée, sont les plus touchés. Plus de 220 stations-service du district, soit 14,2% du total, ont dû suspendre la vente de carburant jusqu'à la fin de la crise de l'essence en Russie. La Crimée, isolée du continent russe et accessible seulement par voie Tamarkedo ou par le pont de Crimée, subit pleinement le problème. C'est logique, le carburant parcourt une longue distance jusqu'en Crimée, avec de nombreux arrêts où l'essence peut être détournée. Quand les trains ou bateaux russes arrivent sur la péninsule occupée, il n'y a déjà plus rien à vendre dans les stations-service de Crimée. Reuters a réagi à ces rapports le 29 septembre avec un article. Fin septembre, Reuters indique que les autorités de Crimée avaient gelé les prix du carburant pour empêcher les propriétaires de stations-service opportunistes de profiter de la situation d'offre et de demande qui nuit à la péninsule afin de s'enrichir. Le rationnement de l'essence a également été mis en place, les clients étant limités à l'achat de 30 litres de carburant maximum, à la fois. Cela fait environ 65 gallons. C'est environ un cinquième ou un sixième du réservoir d'essence d'un Ford F-150 selon le modèle. L'un des véhicules conçus les plus populaires d'Amérique serait gravement handicapé s'il était conduit en Crimée. Pravda a confirmé les restrictions de carburant en Crimée peu après Reuters, précisant que certaines zones de la péninsule sont plus strictes. La limite est de 21 litres par client pour les essences, 92 essences, 95 essences, 95, nouveau procédé, et essence, 100. La Crimée risque d'être la plus affectée par les pénuries et le rationnement. Cependant, Poutine est obligé de se rendre à l'évidence que la Crimée n'est probablement que le début. Des pénuries de carburant se produisent dans d'autres régions russes, et elles ne feront qu'empirer à mesure que l'Ukraine et l'Union européenne poursuivent leur campagne conjointe pour détruire la capacité de raffinage de la Russie. Nous verrons ce qu'ils font plus tard dans la vidéo. D'abord, il y a la conséquence plus large. Le million de tonnes perdues en septembre peut être une limite, mais ce n'est pas la seule statistique importante pour la crise du raffinage du pétrole en Russie. Euromaidan Press ajoute que la série de frappes de l'Ukraine contre les raffineries depuis août a été si efficace qu'ils ont réussi à neutraliser environ 40% de la capacité de raffinage de la Russie. Hors ligne.
D'importantes raffineries, comme celles de Ryazan et de Kinev, ont été touchées par des frappes répétées, qui ne montrent aucun signe d'arrêt. Toutes les réparations que la Russie tente d'effectuer finissent par être annulées quelques jours plus tard, lorsqu'un autre drone détruit un composant clé d'une raffinerie de pétrole ciblée. Ces résultats impressionnants doivent être relativisés par la réalité. La Fondation Carnegie a confirmé cela dans une analyse du 3 octobre sur le raffinage en Russie. La Russie peut raffiner 327 millions de tonnes de pétrole par an, soit 65 millions de barils par jour, selon la Fondation. Les 16 raffineries attaquées par des drones ukrainiens en août et septembre ont une capacité de 123 millions de tonnes par an, soit 38% du total. En d'autres termes, 38% représentent la limite supérieure des dégâts potentiels. Les mots « limite supérieure » sont importants ici. Frapper une raffinerie et la mettre totalement hors service sont très différents. La Fondation Carnegie soulève cependant des points intéressants. La capacité de raffinage théorique de la Russie diffère de sa capacité réelle. Environ 22% des raffineries russes sont à l'arrêt, ce qui réduit la production annuelle à 270 millions de tonnes de produits raffinés, contre un maximum de 327 millions. L'Ukraine frappe les raffineries actives, ce qui signifie qu'elle s'attaque aux 78% restants de la capacité de raffinage de la Russie. La Fondation souligne que la Russie a aussi des excédents de gaz et de diesel. Le pays produit annuellement 16% d'essence et 32% de diesel en surplus par rapport à ses besoins internes. La Russie possède aussi beaucoup de nafta, transformable en essence Euro 3 grâce à des additifs. Gardez cela en tête, nous reparlerons bientôt des additifs. La Fondation Carnegie juge le chiffre de 38 à 40% probablement trop optimiste. La Russie raffine près de 5 millions de barils par jour. Le chiffre atteindrait 4 millions si 38% des capacités de raffinage russes étaient inactives, ce qui relativise les données précédentes. Cependant, la Fondation conclut également en notant que cela ne reste pas une bonne nouvelle pour la Russie. Les raffineries russes ressemblent à un homme frappé à répétition. Il ne mourra pas d'un seul coup, ni de plusieurs, mais il récupère de moins en moins après chaque nouveau coup. Aucun coup n'était mortel, mais il pourrait être tué à force de coups. L'Ukraine en est consciente. Elle frappe donc à nouveau les raffineries, au lieu de tenter un coup décisif. Chaque drone touchant sa cible affaiblit davantage une industrie du raffinage déjà en crise. Néanmoins, les pénuries sont bien réelles, et elles se produisent parce que les réserves russes ne sont traditionnellement pas utilisées pour soutenir le marché intérieur. Les 16% d'essence et 32% de diesel excédentaire produits par la Russie ne restent pas dans le pays. Il est vendu, ou il est envoyé sur les lignes de front en Ukraine pour maintenir la machine de guerre russe en marche. Pour régler le problème interne, Poutine a dû sacrifier une ou deux autres utilisations des produits pétroliers russes. Cela remet simplement le dirigeant russe dans le même dilemme insoluble que nous avons décrit plus tôt dans la vidéo. De l'extérieur, la Russie ne paraît pas avoir assez de réserves d'essence et de diesel pour faire face à la situation imposée par l'Ukraine et l'Union européenne. Le 1er octobre, Euromédan Presse a noté que la Russie allait avoir besoin de 9 mois pour faire face à sa crise du carburant. On ne s'attend pas à une telle échéance de la part d'une superpuissance énergétique. Cela placerait la Russie à la mi-2026, avant qu'elle n'ait sa situation en matière de carburant sous contrôle. Cela suppose aussi que l'Ukraine arrête ses frappes sur les raffineries, et que l'Union européenne n'impose pas de nouvelles sanctions. Petit indice, ça n'arrivera pas. Alors que la Russie tente de tenir ses 9 mois, elle prend des mesures de plus en plus désespérées pour résoudre et cacher sa crise du carburant à ses consommateurs. La Russie utilise la Biélorussie comme stratagème. Le 7 octobre, Reuters a indiqué que les exportations d'essence par train de Biélorussie vers la Russie ont quadruplé en septembre, atteignant 49 000 tonnes. Parallèlement, les exportations de diesel ont aussi augmenté à 33 000 tonnes. Cela ne peut se produire que parce que la Russie essaie de faire face à la pénurie de carburant dont nous avons déjà parlé. Mais miser sur la Biélorussie, malgré le fait que Vladimir Poutine la considère comme un état fantoche, ne marchera pas longtemps. Le pays ne produit pas assez d'essence pour approvisionner la Russie et sa propre population, comme vous l'apprendrez si vous regardez notre vidéo qui explique pourquoi. La dépendance de la Russie au pétrole raffiné biélorusse montre le désespoir croissant de Vladimir Poutine. La Biélorussie n'offrant qu'un répit qu'au temporaire, la Russie a cherché d'autres solutions pour sa crise de l'essence, selon le Moscow Times. Le 1er octobre, la Russie annonce la suppression des droits de douane sur l'importation d'essence. Elle va aussi lever une interdiction d'additifs, évoquant l'usage possible de nafta déjà mentionné. Ces deux mesures pourraient réorienter environ 350 000 tonnes d'essence par mois vers le marché intérieur russe. Cela ne compense pas le million de tonnes perdues par la Russie en septembre, mais pourrait réduire légèrement l'attente aux stations-service.
La Russie injectera également environ 10 000 tonnes de diesel par mois sur le marché intérieur, à condition que ces mesures soient adoptées. Cette approche pourrait ne pas fonctionner aussi bien que la Russie l'espère, ajoute le Moscow Times. Le coût élevé du transport pourrait annuler l'avantage des citoyens russes d'accéder au carburant hors taxe, selon le média. La proposition d'autoriser l'usage limité de l'éthanol dans la production d'essence. En plus de rendre les normes suffisamment laxistes pour permettre une plus grande part d'hydrocarbures aromatiques, c'est un autre signe du désespoir de la Russie. Les interdictions d'additifs et les normes techniques strictes existent pour une raison. Que le Kremlin préfère les jeter par la fenêtre montre qu'il veut surtout masquer la crise de l'essence en Russie, sans se soucier du peuple russe. Si tout échoue, le Kremlin peut simplement mentir à son peuple. Selon un rapport du Moscow Times du 30 septembre, ces mensonges auraient déjà commencé. Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, affirme déjà que le peuple russe est uni derrière le président, au point qu'ils sont prêts à supporter tous les fardeaux causés par les décisions de Poutine. Mais quel fardeau ? Peskov affirme également, presque dans la même phrase, que la Russie est équilibrée, prévisible et stable. Pourquoi dit-il que les Russes sont prêts à se sacrifier, alors qu'ils n'ont apparemment rien à sacrifier ? Pas d'inquiétude pour l'essence. The Moscow Times dit que les propagandistes du Kremlin gèrent cela. Les pénuries viennent de l'entretien prévu des raffineries, ce qui est illogique. Le Kremlin veut montrer que sa propre incompétence est responsable, et non les frappes ukrainiennes ou les sanctions européennes. Les médias d'État russes évoqueront seulement des facteurs objectifs, sans informer la population sur les incendies dans les raffineries. Le mois d'enfer de Poutine ne sera pas résolu par ce genre de tactique. La Biélorussie ne pourra pas aider longtemps. Les mensonges fonctionnent un temps, mais finissent par s'effondrer. Alors que les pénuries d'essence s'aggravent et s'étendent à travers toute la Russie, même la levée des restrictions sur la fabrication de l'essence ne suffira pas. Comment la Russie en est-elle arrivée là ? Deux facteurs expliquent cela, comme déjà évoqué. Les frappes de drones ukrainiens et les sanctions européennes forment un duo puissant qui pousse le Kremlin au bord de l'effondrement. Nous avons évoqué l'impact des drones ukrainiens, mais pas les raisons de l'efficacité de leurs frappes en août et septembre. Tout cela reflète un changement d'approche envers l'Ukraine. La British Broadcasting Corporation indique que l'Ukraine cible les raffineries russes depuis janvier 2024. Ce mois-ci, 3 frappes, comme en février. En mai 2024, 7 raffineries ont été frappées. Point culminant avant une baisse le reste de l'année. Bien que relativement efficaces, ces frappes en 2024 et début 2025 posaient le même problème. L'Ukraine frappait une raffinerie, puis passait à la suivante. La Russie pouvait ainsi réparer rapidement la raffinerie, qui n'était jamais inutilisable longtemps. En août 2025, l'Ukraine a modifié sa stratégie. Désormais, elle ne se limite plus à une seule frappe sur une raffinerie. L'Ukraine frappe, attend, puis recommence sans cesse. L'objectif est de maintenir la raffinerie hors service, peu importe ce que la Russie tente de faire pour la réparer. En août, l'Ukraine a utilisé cette stratégie pour viser 14 raffineries russes. En septembre, elle a frappé à plusieurs reprises 8 raffineries. Entre janvier 2024 et septembre 2025, l'Ukraine a frappé 21 des 38 grandes raffineries de pétrole russes. Les attaques de l'Ukraine sont constantes, elles sont aussi couronnées de succès. L'Ukraine ne se limite pas aux frappes sur les raffineries, comme l'a noté The Economist le 5 octobre en déclarant que l'enfer ukrainien s'intensifie. L'Ukraine cible aussi d'autres infrastructures énergétiques russes. Des stations et unités de stockage pétrolières sont aussi ciblées, dont une attaque mi-septembre sur le grand port pétrolier de Primorsk. L'Ukraine cible non seulement les raffineries russes, mais cherche aussi à détruire les moyens de transport du pétrole, en Russie et vers l'étranger. L'Ukraine applique ici une stratégie gagnante, et le pays en est conscient. Le mois d'octobre a déjà vu plusieurs autres frappes. Le 6 octobre, des drones ukrainiens ont visé le principal terminal pétrolier de Crimée. Cela ne fera qu'aggraver les malheurs des habitants de la péninsule occupée. Quelques heures avant la rédaction du script de cette vidéo, des drones ukrainiens ont aussi visé une raffinerie russe en Sibérie, à Tyumen. Le Moscow Times indique qu'il s'agirait de la frappe ukrainienne la plus éloignée, les drones ayant parcouru plus de 1200 miles. La Russie dit avoir abattu les 3 drones, mais aucune confirmation officielle n'a encore été donnée. L'Ukraine frappe les raffineries russes, et l'Union européenne renforce ces mesures, réduisant aussi la capacité de raffinage de la Russie. Les sanctions ont joué un rôle majeur en maintenant hors service les raffineries que l'Ukraine frappe, car elles limitent l'accès de la Russie aux pièces dont elle a besoin pour effectuer les réparations. La nouvelle voix de l'Ukraine l'avait déjà noté en juillet, citant le ministre russe de l'énergie, Sergueï Sevileov. Pourquoi y a-t-il des perturbations ? Sous les sanctions,
Les réparations prévues en 4 mois prennent du retard, ou certaines livraisons n'arrivent pas, a expliqué Saviljov. Reuters précise que chaque attaque ukrainienne demande des semaines ou plus pour être réparée. Parce que les ingénieurs russes n'ont tout simplement pas accès aux pièces dont ils ont besoin pour effectuer le travail. L'Union européenne doit simplement poursuivre son bon travail. Un 19e train de sanctions arrive, ce qui nuira davantage à Poutine. Euromed Presse indique que ce paquet vise à réduire les revenus pétroliers de la Russie, notamment par des sanctions contre davantage de navires de la flotte fantôme de Poutine. L'Union européenne devrait également accélérer sa propre interdiction des achats de gaz naturel, liquéfié, en provenance de Russie, cette interdiction devant être mise en œuvre d'ici 2027. Là, l'Union européenne a aussi réduit le plafond du pétrole russe à 48 $ le baril. Ajoutez à cela de nouvelles sanctions sur les chaînes d'approvisionnement technologiques nécessaires à la Russie pour maintenir ses raffineries. Et vous obtenez un puissant coup double de l'Ukraine et de l'Union européenne. L'Ukraine les met hors service, les sanctions de l'Union européenne les maintiennent fermées. Le principal obstacle aux sanctions de l'Union européenne pourrait être certains membres trop pro-russes pour le reste de l'Europe. Des membres de l'Union européenne freinent l'adoption des sanctions, imposant des révisions et un assouplissement avant leur validation. La Hongrie s'use souvent de son veto pour bloquer les sanctions de l'Union européenne, mais cela pourrait changer. Selon Politico en août, certains dirigeants européens ont suggéré que les sanctions soient décidées au niveau national, plutôt qu'à l'unanimité de l'Union européenne. Cela mettrait fin au veto, mais permettrait aussi à certains pays de l'Union européenne de ne pas appliquer les sanctions proposées. Cependant, des sanctions de la part de la plupart, mais pas de tous les membres de l'Union européenne valent mieux que pas de sanctions du tout. Et il y a encore autre chose. Cela s'ajoute déjà à la puissance des frappes de drones ukrainiens, et des sanctions de l'Union européenne. Plusieurs nations européennes adoptent désormais une approche beaucoup plus active pour traiter avec les navires de la flotte fantôme de la Russie. Les conséquences de la crise du carburant en Russie ne sont pas claires au premier abord, mais le deviennent en y regardant de près. Le fait que davantage de navires de la flotte fantôme soient arrêtés signifie que la Russie vend moins de pétrole. Lorsque la Russie vend moins de pétrole, elle gagne moins d'argent. Ce qui signifie aussi qu'elle ne peut pas payer autant de composants et de pièces qu'elle peut encore obtenir pour effectuer les réparations de ses raffineries. La Russie pourrait aussi utiliser sa flotte fantôme pour acquérir ces pièces via des pays tiers ayant acheté auprès des pays sanctionneurs. Limiter le flux aide aussi à réduire le raffinage russe, aggravant le mois difficile de Poutine. La France s'est beaucoup fait remarquer à ce sujet. Début octobre, des responsables français ont embarqué sur un navire suspecté d'appartenir à la flotte fantôme et ont placé son capitaine en garde à vue. Vladimir Poutine a qualifié l'affaire de piraterie. Pour la France, le message était clair. Elle n'accepterait plus de navires russes, suspects, tentant de contourner les sanctions dans ses eaux. Ce capitaine de navire sera jugé en février, rapporte le Guardian. Il sera intéressant de voir si d'autres pays de l'Union européenne suivront l'exemple de la France. Le Danemark a ses propres idées. Il a trouvé une méthode simple mais ingénieuse pour gérer les navires de la flotte fantôme. Plus de contrôle ? Les Danois vont exploiter leur contrôle sur certains accès à la mer Baltique, pour accentuer la pression sur Poutine alors qu'il tente de se remettre de ce mois difficile. Regardez notre vidéo, et abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur la crise du pétrole raffiné en Russie. Merci de votre attention.